Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, je ne compte pas à travers ce procès laisser s'exprimer mon âme de prosélyte. La République est laïque, très laïque, archi-laïque. 2016 nous l'aura bien fait comprendre au point que l'on ne sache plus si elle l'est vraiment. Loin de moi alors cette idée. Je crois simplement ces quelques lignes dignes de nous guider sur le chemin sinueux qu'est l'affaire de ce soir. Voyez-vous, je crois tout simplement que l'on se trompe. Et si nous ne prêtons pas attention à la véritable identité de mon client, alors tout ceci devient volatile, futile, inutile, puisque s'il n'est pas vu tel qu'il est réellement, alors lui, vous, moi, nous tous perdons notre temps. Mon contradicteur, comme l'ont fait le tribunal de grande instance de Reims et le tribunal administratif avant lui, invoquera sans doute l'argument de l'état de droit qui assure la soumission de la puissance publique au droit, comme tout un chacun, où il prétendra sans doute que le changement de nom de mon client troublerait l'ordre public. Mais ils ont tous oublié une chose, c'est que lorsqu'un homme se prête à la fonction publique, il ne se donne pas entièrement. Il ne se donne pas tout entier et il ne renonce pas pour autant à sa vie privée, laquelle doit être respectée comme l'assure l'article 11 du Code civil. Ainsi, ce n'est pas le président chancelier de la société Adolphe Shore, ni la personnalité publique ou l'acteur sur la scène qu'est la vie dont nous parle Démocrite. Ce n'est pas lui qui vient aujourd'hui faire appel à vous. Eh bien l'homme, l'être dans toute sa profondeur, dans son intime meurtrissure, qui chaque soir se couche et chaque matin se lève sans comprendre. Sans comprendre pourquoi la justice ne voit pas, pourquoi la justice ne veut pas voir son mal-être, malgré toutes les fois où il a tenté de lui ouvrir les yeux et de lui faire sentir ce poids qui le retient sur le chemin de sa liberté, telle une encre farouche déterminée à ne pas le laisser naviguer. Il ne comprend pas, et moi non plus. Car l'article 61 du Code civil assure que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer son nom. Néanmoins, malgré de maintes et vaines sollicitations de l'État, mon client est toujours contraint de se présenter sous un nom qui ne lui appartient plus. Or, la jurisprudence estime qu'un nom risible, dépréciatif ou péjoratif constitue un intérêt légitime. Or, comme vous le savez, mon client se nomme Jean-Marie l'antépénultième. Et bien que le ministère de l'Éducation nationale a pour projet de réduire en masse la population déjà infime de latinistes en France, ce nom qui littéralement signifie avant-dernier n'est pas flatteur, loin de là, et a valu à mon client de nombreuses remarques désobligeantes, vous vous en doutez. C'est pourquoi je fais appel au cas analogue d'un couple de Valenciennes qui en 2014 nommait sa fille Fraise. Le Nord ne cessera de nous étonner. Évidemment, le tribunal leur a imposé de choisir un autre prénom, Fraisine, moins sujet aux moqueries du type « ramène ta fraise » et autres. Quelle différence ici? De plus, demandons-nous à quoi sert un nom? Un patronyme ou un nom de famille est un moyen d'attacher des individus, d'établir un lien de filiation entre différentes personnes et les regrouper en une famille. Parce qu'il le faut, parce qu'à l'instar de Jean-François Marmontel, chacun se demande où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille. Mais mon client n'en a plus. Mon client ne connaît plus cette proximité avec ses pairs qui justifierait le partage d'un même nom, alors pourquoi l'y contraindre? Il ne se sent plus faire partie de ce clan qui salit sa réputation et dont la vision ne correspond pas à la sienne. Il ne veut pas que son œuvre soit méprise pour celle d'un autre, comme les peintures de Louis le Nain, peintre du XVIIe, qui à sa mort furent confondues avec celles de son frère à cause de leur nom commun. Justement,
Un arrêt du Conseil d'État du 12 septembre 2012 affirme qu'un motif d'ordre affectif constitue un intérêt légitime à cette demande, ce qu'il confirme ensuite dans un arrêt du 31 janvier 2014. Et la famille n'est-elle pas la chose la plus intime que l'on ait sur cette terre? La séparation de cette famille qu'il ne reconnaît plus n'est-elle pas un motif d'ordre affectif qui justifierait donc sa demande? Nous aussi pensions que si. En outre, Monsieur l'antépénultième, jadis multimillionnaire mais malheureux, s'est récemment ouvert au monde. Il a senti naître en lui un désir d'altruisme, un amour pour son prochain qu'il ne soupçonnait pas. Il a épousé une toute autre culture qu'il a introduite dans les recoins de Berlin, changeant sa manière de voir le monde, sa manière de se coiffer et de se vêtir pour le meilleur et pour le pire. Son cœur appartient maintenant au pays du Fastbraus, du Wannsee et de Tokyo Hotel. Il est un nouvel homme désormais. Ainsi, s'adresser à lui en brandissant ce nom qui lui fait si mal est une façon d'admettre qu'il est toujours l'homme richement misérable qui vivait auparavant mais qui n'est plus. C'est faire un pied de nez à tous les efforts qu'il a fournis dans le seul but de devenir meilleur. C'est dire qu'après tout, peu importe. Et vous le concéderez, on ne peut invoquer Mr. Hyde et espérer que le docteur Jekyll réponde. C'est pourquoi l'interpeller par un nom qui pour lui, mon client, est désuet, c'est s'adresser à un autre que lui. Je ne peux alors m'empêcher de faire un parallèle avec la difficulté qu'a eue la communauté transsexuelle à faciliter le changement de sexe à l'état civil, une lutte qui a forcé le pouvoir législatif à lui reconnaître ce droit dans la loi du 12 juillet 2016, précisant que toute personne qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe à l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente peut en obtenir la modification. Qu'en est-il d'un homme dont la vie démontre qu'il ne correspond plus à celui à qui ce nom appartient? Pourquoi le condamner ainsi à vivre une vie qu'il ne choisit plus? Pourquoi le forcer à être un homme qui n'existe plus, faisant ainsi de lui un usurpateur, un imposteur d'un autre lui défunt? Il me semble que le problème ne réside pas tant dans sa volonté de changer de nom que celui par lequel il aimerait le remplacer. L'ecstasy. Malheureusement, la justice se trompe également quant à sa signification. Non, contrairement à ce que celui-ci peut facilement évoquer, il n'est pas un hommage à Christian Estrosi, dont mon client se sentirait politiquement proche, ni aux heures sombres que traversa Berlin-Est, ni même à la substance hallucinogène découverte à Berlin, que l'on est si prompt à désapprouver dans notre pays alors qu'elle a été prouvée récemment comme étant d'une immense aide pour les personnes souffrant comme mon client d'anxiété. Rien de tout cela alors. En effet, vous le savez, lex signifie loi en latin. Et stasis ou stasis est un terme anglais d'origine grecque qui signifie immobilité, immuabilité. Ainsi, vous l'aurez compris, l'ecstasy est un nom que mon client aimerait porter en l'honneur du droit, de la loi, dont l'autorité et le prestige, malgré les réformes incessantes, ne changent pas. Comment alors lui reprocher cet amour qu'il aimerait voir inscrit sur ses documents administratifs comme gravé dans la roche? Je vous le disais, enfin, pas moi, mais les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si cette formule explique la nouvelle naissance de l'homme qui se remet entre les mains de Dieu, c'est l'officialisation de sa renaissance que mon client espère ici trouver en se remettant entre les mains de la justice. Pour que toute chose soit effectivement nouvelle, mon client et moi-même vous prions de bien vouloir lui accorder le changement de son nom. Merci.